Il n'y a jamais de porte entre moi et l'ambre, jamais de séparation en temps de pas. Je marche sans cesse vers chaque instant de pénombre. Je pense à toi qui peut-être n'existe pas. La fin de chaque souffle te recrée devant moi. Le début de chaque nuit ranime ta présence. Tes mains dans chaque geste est son unique loi. La parole incessante créée dans la violence. Dans un regard perdu, il n'y a pas de grâce. Et je n'espère pas, je ne crois même plus qu'au bout d'un autre temps ou dans un autre espace, je verrai la frontière des instants révolus. Moi, harmonie. Moi, justice. Moi, paix. Moi, démocratie. Moi, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Honorable jury, chère audience, opposants, bonjour. Cette célèbre formule démocratique du républicain Abraham Lincoln est subdivisée en 3 membres de phrases. Elle prête donc plusieurs lectures possibles. Il y a ceux qui prennent la formule en son entier, parfois en se basant plus sur une partie que sur une autre, et ceux qui retiennent implicitement ou pas le début. Quand d'autres estiment que la réalité de la démocratie se lie surtout, voire exclusivement, aux 2 derniers membres de la formule. À partir de là se dessine toute une gamme de... À partir de là se dessine toute une gamme de positions sur la démocratie. Mais en réalité, il n'existe pas de définition ou de modèle unique de démocratie. Selon l'Organisation des Nations Unies, c'est une valeur universelle, supposant que les peuples choisissent leur propre système politique, économique, social et culturel, et qu'ils puissent exprimer leur volonté dans tous les aspects de leur vie. Les jours d'élection viennent et partent, mais la lutte des gens pour créer un gouvernement qui nous représente tous, et pas seulement un seul pourcentage, continue. Et n'oublions pas que le gouvernement est en nous-mêmes, et non pas une puissance au-dessus de nous. Les dirigeants ultimes de notre démocratie, et je le répète, notre démocratie, nous les 100%, et non les 51-49%, ne sont pas un président, des sénateurs ou des membres du Congrès, mais des électeurs d'un pays. Un pays dans lequel les citoyens doivent être protégés, et leurs droits fondamentaux doivent être protégés. Donc, lors de ce débat, mes camarades et moi ferons tout pour vous démontrer que la démocratie ne consiste pas à confisquer les droits des autres. Merci. La valeur d'un homme ne réside pas à son argent, son statut ou même ses possessions. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son indépendance. Dames, demoiselles, messieurs, honorables jury, monsieur le directeur, très cher auditoire, bonjour. C'est avec fierté et grande joie que nous nous tenons devant vous aujourd'hui, mes camarades et moi, afin de vous prouver que la raison, la maturité ainsi que la sagesse se trouvent dans les mains du 3e président des États-Unis, à savoir Thomas Jefferson. Connu par ses multiples talents, mais également par ses citations qui n'ont jamais cessé de créer une polémique. Mais surtout, il reste inéluctablement véridique et parfaitement exemplaire. Ce dernier d'ailleurs avait dit « Une démocratie n'est rien de plus que la loi de la foule, suivant laquelle 51% des gens peuvent confisquer les droits de 49 autres. » On remarque alors que la démocratie n'est ni juste ni parfaite, mais vaut bien dire cette vérité puisque c'est le meilleur des arguments. Aujourd'hui, chers camarades, nous défendons la thèse d'un homme de profonde humanité. Nous défendons la thèse d'un homme qui était le 2e procureur des États-Unis. Nous défendons la thèse d'un homme que sans lui, le débat d'aujourd'hui n'aura pas eu lieu. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une citation du grand chanteur Jacques Brel que j'ai tant admiré. La citation dit, je cite, « Mettez 11 imbéciles d'un côté, puis 10 philosophes de l'autre, les imbéciles l'emporteront. » C'est ça la démocratie. On en déduit donc, et comme Thomas Jefferson l'a dit, que la démocratie ne se base ni sur la compétence, ni sur la capacité propre, ni sur aucune intelligence, et se base purement et simplement sur le critère du nombre. Ce n'est plus le sang ou la formation assidue qui rend légitime. Ce système de noblesse élitiste qui donne à l'homme sa légitimité a dominé en quelque sorte sur la société et a été troqué par la simple approbation du nombre. Mais l'imbécilité de cet acte réside à ce que la majorité commence à confisquer les droits de la minorité. Ou autrement dit, il suffit que 1% de différence entre 2 partis politiques laisse la pluralité, c'est-à-dire les 51%, confisquer les droits de la minorité, à savoir les 49 autres. Chère audience, on dit souvent
Une vérité nue est beaucoup meilleure qu'un mensonge habillé. Alors, mes chers opposants, si vous trouvez que la démocratie qui règne aujourd'hui dans notre monde est loin du fait que la majorité confisque les droits de la minorité, je vous prie de bien vouloir réviser vos propos, mais surtout de rejoindre la bonne piste. Merci. La vie. Ce flambeau toujours prêt à s'éteindre. Ce torrent qui court vers l'abîme. Cette vie que tu mènes, chère amie, comparable à un rosier qui n'est pas sans épines, mais qui a rarement de roses. Cette vie qui parsème ton chemin de chardon, qui contrôle chaque goutte de sang qui coule dans tes veines, tes battements de cœur, qui contrôle tes gestes et paroles. Elle te fait peur. Le destin qu'elle te réserve t'effraie. Tu perds tes moyens, et quand par miracle tu te rebelles, tu ripostes, les lions qui la gouvernent t'attaquent. Ils flairent chaque recoin de ton compte bancaire, à la recherche d'un billion de chiffres extraordinaires. Hélas, ils n'y découvrent que quelques centimes, incapables de subvenir à leur famine. Matérialistes et démoniaques étaient leur famine. Ton nom? Eh bien, ça ne leur dit rien. Tu n'appartiens certainement pas au rang des nobles, alias les gens du pouvoir. Eh bien, tu disparais. Tu disparais loin, peu importe où, tant que tu ne contredis pas leurs lois. Proie comme tu es, tu te lances à la recherche d'un nouveau régime. Un régime qui ne te laissera pas te morfondre sur ton terrible sort, te languir, souffrir au fond de ce gouffre qu'est la vie. Vient la démocratie. Ce terme dont l'usage est polémique est là pour te sauver des griffes de l'injustice et du système de classe sociale. La démocratie n'a sûrement pas un sens univoque. Elle est surchargée de connotations. On l'évoque soit pour légitimer son action, soit au contraire pour délégitimer ses adversaires. Cependant, théoriquement parlant, la démocratie est un régime qui insiste sur l'égalité des citoyens. Les citoyens sont égaux car ils ont initialement les mêmes droits et les mêmes opportunités. Chaque citoyen a le droit de participer à la vie politique et se voit confier des responsabilités. Il n'y a pas de discrimination initiale, notamment liée à la naissance ou encore plus le rang social. L'égalité démocratique est une égalité politique. Nous avons tous le droit de voter, de s'exprimer. Nous avons la liberté d'opinion, la liberté de réunion et d'association dans un pays démocratique malgré l'ethnie, la nationalité et la religion. Il existe bien sûr des inégalités entre les citoyens. Certains sont plus riches, plus habiles, plus influents, mieux entourés. Mais quelles que soient les inégalités existantes, 100% des gens sont politiquement, et je dis bien politiquement égaux. Merci. Honorable jury, chère audience, partisans du contre, bonjour. C'est avec une immense joie et un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de débattre d'un sujet des plus importants, un sujet d'actualité, un sujet où certains y verraient une perte de temps vu que la réponse est claire et évidente. La stupidité est quand la vérité brille et rayonne, mais quand est-ce que nous sommes refusant de la saisir et de la décortiquer. Ce qui me semble être bien le cas pour vous, chers opposants, vu votre position. Bref. Tout d'abord, éclaircissons le terme démocratie qui est à l'origine de tout ce débat. Elle se résume donc tout simplement comme étant un régime politique basé sur le gouvernement de la majorité. C'est donc le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, d'après l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, 1863. C'est-à-dire, c'est un outil de gouvernance issu des élections libres et transparentes faites par le vote. Je souligne le mot libre, car cette même liberté constitue l'un des piliers et fondements de la démocratie. C'est cette même liberté qui permet à chaque citoyen d'exprimer ses idées, ses opinions, de faire part à son entourage de son activité intellectuelle, d'élire ce représentant ou être lui-même élu, et ainsi participer directement à la vie politique à travers l'engagement d'un parti. Mais ceci semble être une vie en rose, loin de la réalité amère où nous vivons. N'allons pas très loin, chers camarades, prenons l'exemple de notre cher pays, le Maroc.
Chez nous, le PJD est le parti apparemment élu démocratiquement. Cela est une évidence indiscutable. Mais une question tout aussi évidente s'impose. Au nom de quelle démocratie ce parti est élu à 2 reprises? N'est-ce pas uniquement une partie infime du peuple qui est allée aux urnes? Leur vote en faveur des barbus était, vous le savez tout autant que moi, est dû à leur discours conservateur, même embobineur. Et un pot de vin, bien entendu. Peut-on parler de vote démocratique dans ce cas? Dans notre cas, bannir un chef de gouvernement n'est-il pas un acte de confiscation, voire d'écrasement des fondamentaux du jeu politique démocratique tel qu'on le connaît dans le pays où la démocratie est une seconde nature? Primo, l'USFP, Union socialiste des forces populaires. Secondo, le PJD, Parti de la justice et du développement. Les 2 partis ont fait les frais d'une confiscation à la marocaine. Et au cas où vous dites qu'il n'y a pas de démocratie au Maroc ou quoi que ce soit, prenons un autre exemple, les États-Unis. Aux USA, la confiscation se fait de manière plus foubre et plus malicieuse. La stratégie du lobby. Israël, par son lobby sioniste, fausse tout le jeu politique d'un pays censé être le modèle démocratique du monde. Le Sénat américain est phagocyté et rangé par la coterie des sénateurs de tendance juive pour avoir toujours la majorité absolue et confisquer les autres voix. Qu'importe l'éthique, qu'importe le jeu pur en faveur des peuples, notamment palestiniens. Quoi de plus révélateur qu'un pays pauvre, le Maroc, et un pays fort et riche, les USA, afin de prouver que la démocratie est la même chez toute nation. La démocratie n'est rien de plus que la loi de la foule, suivant laquelle 51% de gens peuvent confisquer les droits de 49% d'autres. Merci. Il y a un siècle et demi de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre signe notre acte d'émancipation. Cette proclamation historique faisait comme un grand phare briller aux yeux de plusieurs peuples, marqués au feu d'une brûlante injustice. Mais 150 ans ont passé et les peuples n'ont pas encore leurs droits. 150 ans ont passé et les riches sont encore surreprésentés. 150 ans ont passé et le pouvoir est encore sous la main d'un petit nombre de personnes. Alors, nous sommes victimes d'un abus de mots. Notre régime ne peut s'appeler démocratique. Et le qualifier ainsi est grave, car cela empêche la réalisation de la vraie démocratie tout en lui volant son nom. En effet, dans un régime démocratique, le peuple exerce le pouvoir en fonction de ses besoins. Il est le seul à pouvoir prendre des décisions dans la vie de la cité. Cela sous-entend également le droit de vote. Pour exister, la démocratie consiste à ce que le peuple dispose de ses droits de vote. Dans un pays où le droit de vote est contesté, il n'y a pas de démocratie. Il faut aussi, pour que la démocratie existe, que la grande majorité de la population dispose de ses droits. Si c'est une minorité, le régime ne peut s'appeler démocratique. Je vous l'ai dit, ici et maintenant, mes amis, nos régimes actuels ne sont pas du tout, mais alors pas du tout démocratiques. Malgré ce qu'en disent les professeurs à l'école, les mass médias ou les manuels d'histoire, il est possible de soutenir que nous vivons plutôt dans une oligarchie plutocratique et de donner une nouvelle définition à la démocratie qui est un régime que nous pourrions tous désirer si nous le connaissions vraiment. Et si nous acceptons enfin de désigner notre régime sous le nom démocratie, cela nous conduit à 3 écueils majeurs. Nous légitimons le régime injuste dans lequel nous vivons, puisque nous ne l'appelons pas par son vrai nom, d'oligarchie plutocratique, lequel susciterait bien l'avantage de la révolte. Nous nous privons de la possibilité de désirer une démocratie, puisque nous sommes censés l'expérimenter. Et nous nous retrouverons dans le milieu des cas à réclamer des réformes démocratiques ou à débattre sur des sujets tels que l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. Nous nous obligerons à mettre nos critiques du régime actuel sur le dos de la démocratie. Et ce faisant, nous salissons un terme
qui pourtant désigne un régime bien plus enviable que ce que nous connaissons. Alors, qu'on ne fera en sorte que la cloche de la démocratie puisse sonner, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront enfin s'asseoir ensemble sur la table de la fraternité. Qu'on nous fera en sorte que la cloche de la démocratie puisse sonner, les pays tout brûlant de feu de l'injustice, tout brûlant de feu de l'oppression, se transformeront en oasis de justice et de liberté. Qu'on nous fera en sorte que la cloche de la démocratie puisse sonner, qu'on nous la laisserons caillonner dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque État et dans chaque cité. Là, nous pourrons enfin vivre dans la vraie démocratie. Merci. Alors, de un, nous ne sommes pas ici en train de faire de la poésie, mais pour débattre. En plus, d'où la démocratie rend les gens égaux, vu qu'à chaque fois, il y a une majorité et une minorité, chose que vous réfutez. Et finalement, juste pour mettre les points sur les i, chers opposants, je tiens à vous rappeler que le but de notre débat est de démontrer ou de refuter le fait que la démocratie confisque les droits de la minorité. Et non si elle existe dans un pays ou un autre. Et votre sens d'être hors sujet rend même ce débat un peu plus drôle que prévu. Abraham Lincoln avait dit « Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil ». Chère audience, honorable jury, chers camarades, bonjour. Notre sujet d'aujourd'hui cache sa complexité derrière une phrase autant simple que vraie, autant simple que juste. Une phrase que nos camarades ici présents essaieront de montrer par tous les moyens possibles qu'elle est tout sauf démocratie, mais hélas en vain. Chère audience, je m'explique. En 2006, The Economist Group, un groupe de presse britannique, a créé ce qu'on appelle l'indice de démocratie, qui permet, selon 5 critères, d'évaluer le niveau de démocratie d'un pays. Revenons sur ces 5 critères. Je me donne la peine de vous les citer, puisque après ça, tout autre argument de votre part sera démenti. Alors écoutez-moi bien. Pour juger un pays, on se base sur le processus électoral, le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement. Et puis, finalement quoi? La participation politique du peuple, le droit de voter, le droit à ce que la majorité dise oui au Parlement X et que ce dernier soit élu, et non à ce que la minorité dise oui au Parlement Y et que le Parlement Y soit élu. Supposons maintenant que moi, ou même vous, ou nous ensemble, préférons le Parlement Y. Nous le trouvons tout simplement meilleur. Ce gouvernement-là nous promet la vie dont on a tous rêvé, qu'on a tant désiré. Une infrastructure réussie, des opportunités de travail, plus de vols, plus de mensonges. Il semble mener notre pays vers le chemin du développement. Mais arrêtez de rêver, chers camarades. J'ai les résultats du vote en main. Le Parlement X est élu. Mais quelle déception, quelle profonde tristesse. Ce dernier a corrompu le peuple. Plus de la moitié a accepté. Et même si ce n'était pas le cas, vous ne serez pas triste de voir votre vie parfaite défiler entre les 2% de plus? Mais attendez une seconde. Mais c'est ça la participation politique du peuple. Et c'est malheureusement ça la démocratie. Et oui, mesdames et messieurs, cette démocratie qu'on chérit tous, qu'on idéalise tous, confisque et prive les minoritaires de leur droit le plus absolu et les rend mesquins devant les majoritaires. Chers opposants, la vérité est dure à entendre. Et aujourd'hui, vous êtes mesquins. Non seulement parce que vous défendez une position complètement absurde, mais en plus parce que vous avez perdu les élections. Merci. Premièrement, débattre, c'est un art. Faire de la poésie aussi. Les fusionner, c'est notre chef-d'œuvre. Deuxièmement, si vous n'arrivez pas à saisir nos propos, cela ne veut aucunement dire que nous sommes hors sujet. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonjour.
Je tiens avant tout à vous demander, très chers opposants qui critiqueraient la démocratie tout au long de ce débat en approuvant la citation de Thomas Jefferson si haut, si vous êtes d'abord sûr qu'il est antidémocratique. Je suis navrée de devoir vous dire la vérité, même si parfois elle n'est pas toujours très bonne à entendre. Thomas Jefferson est un démocratique. Je cite de son discours de liberté. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant de la forme qui lui paraîtra la plus propre à lui assurer la sûreté et le bonheur. Fin de citation. Ensuite, 51%, 49%. Mais pourquoi ce risque de confisquer? Jean-Jacques Rousseau a dit « La loi n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais l'intérêt général ». Depuis une trentaine d'années, les citoyens les plus pauvres ont basculé pour bon nombre d'entre eux, soit dans l'abstentionnisme, soit dans le populisme. Désormais, le risque est que les classes moyennes, socle social de nos sociétés démocratiques, soient à leur tour gagnées par la défiance et l'abandon. Autrement dit, ce n'est pas la démocratie qui confisque les droits des gens, mais ces détracteurs qui ne veulent pas qu'elle arrive à éclore. Ne remarquez-vous pas que plusieurs dictateurs ont atteint le pouvoir par le biais des urnes et avec des taux inimaginables? En Algérie, par exemple, parmi 43% des participants, 98% ont voté pour Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat. Est-ce de la démocratie? Ou bien, sans même essayer de donner un nom à cela, est-ce juste concevable? Mais ce qui est encore plus malheureux, c'est que dans la plupart des États africains, on a plus tendance à adopter des formes hybridiques de la démocratie. On entend les chefs de pouvoir jurer que par celle-ci, alors que dans leur pays, il reste plus un mythe qu'une réalité. Ce que vous devez comprendre, chère audience et très chers opposants, c'est que ce n'est pas la démocratie qui est malade, mais la société pathologique qui l'a bureaucratisée en la plongeant dans la paperasse, la lenteur et l'inefficacité. Merci. Saikyu no Ryo wa tsuneni saikyu desu. Cette citation est celle du philosophe japonais Masashi Hirohito. La même idée a été reprise par Jean de La Fontaine, comme suit, je cite, « La raison du plus fort est toujours la meilleure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. » Si on projette notre citation sur notre société actuelle, on va se rendre compte que la majorité représente la partie la plus forte, ce qui implique que la majorité l'emporte sur tous les plans, sur tous les domaines. Elle est donc le gouvernant de la minorité par excellence et par raison. En effet, quand on parle de majorité, cher auditoire, le principe universel des droits de l'homme se trouve acquis. On ne peut plus parler d'autres droits, car la division ne doit plus exister. Ceux qui sont majoritaires gouverneront. Ceux qui sont minoritaires seront justement assujettis. Maintenant, veuillez bien faire attention, chers opposants, car je crois que c'est là où vous vous trompez. Lorsqu'on parle des droits que confisque la démocratie, on parle des droits non reconnus, non désirés que par la minorité, des droits spécifiques à ce groupe minoritaire. Alors, car la démocratie respectera toujours les droits en commun pour une vie harmonieuse et une société homogène. Ceci est confirmé par la citation de Clément Attlee, je cite, « La démocratie n'est pas simplement la loi de la majorité, c'est la loi de la majorité respectant comme il convient les droits universels des minorités. » Merci. Chère audience, il me paraît que vous êtes assez ennuyés, donc laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 et mort par suicide le 30 avril 1945. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend pouvoir en Allemagne et instaure une dictature totalitaire, impérialiste et raciste. Mais de qui s'agit-il? Mesdames et messieurs, vous le connaissez tous, l'exterminateur de l'humanité, le responsable de la pire idéologie que le monde a connue, le leader d'un régime d'une extrême violence, Adolf Hitler, qui fit de l'Allemagne une puissance totalitaire et conduisit l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier a adopté la dictature comme régime politique, dans lequel
une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Ce qui est tout à fait le contraire de la démocratie, qui permet à n'importe quelle classe sociale d'être égale en droit. Comme dirait l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, ont dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Fin de citation. Donc la démocratie essaie de respecter cette idée et exige du citoyen une participation à la vie civique. La démocratie est la doctrine d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens. Elle est avant tout un mode d'organisation de l'autogouvernance du peuple. Ensuite, un exercice du pouvoir qui garantit les droits subjectifs aux individus, principalement la liberté. Elle tend aussi à se rapprocher d'un idéal égalitaire. Ainsi, le pouvoir n'est pas détenu par un certain pourcentage, mais par l'ensemble. Car tout, je dis bien tout, ce qui fait une société vivante et humaine nécessite des hommes qui manifestent respect et attention envers les autres, qui prennent les décisions pour eux et pour les autres. Donc, chers opposants, si vous avez bien compris, on déduit que la faute n'est pas à la démocratie, mais au dysfonctionnement de la représentativité. Et comme dirait Jean-Louis Barrault, la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. D'ailleurs, la démocratie est l'un des piliers fondamentaux que prône notre établissement, car on nous y apprend à nous épanouir, à nous respecter les uns les autres et à savoir jouir de tous nos droits. Merci. Honorables partisans du contre, je vous rappelle que vous êtes censés de démontrer que la démocratie ne consiste pas à ce que la majorité confisque les droits de la minorité. Jusqu'à maintenant, vous êtes en train de parler de la démocratie en général. Je vous souhaite alors, ou encore, je vous rappelle, de rejoindre la bonne piste. Bon, la démocratie consiste à ce que 51% des gens confisquent les droits de 49 autres. Certains expliqueront cette citation de manière philosophique, psychologique, politique, juridique ou même scientifique. Mais aujourd'hui, vu ce que le monde devient, je pense qu'il est important d'expliquer cette citation de la manière la plus humaine qui soit. Chère audience, chers opposants, vous devez savoir que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui semble vaciller, évoluer vers un gouffre de peur et d'injustice au nom de la démocratie. Vous voulez comprendre pourquoi? Suivez-moi alors. Nous sommes d'abord tous d'accord que l'un des fondements de la démocratie est la règle de la majorité. Oui. En fait, étant donné que la démocratie est un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple, il est logique que les décisions se prennent en fonction de la majorité. D'accord, cette idée paraît évidente. Mais prenons un exemple de l'actualité qui prouve que ce n'est pas aussi simple qu'il apparaît. Un exemple qui va certainement, chère audience, vous prouver que la démocratie consiste à ce que la majorité confisque les droits de la minorité. Un exemple qui va certainement vous prouver, chers opposants, l'absurdité de votre opposition. Cet exemple n'est autre que l'attitude du nouveau président américain. Ce président qui est en train de signer des décrets aussi dangereux qu'injustes, comme le décret anti-immigration et la construction d'un mur de protection. Et il s'exprime comme une façon indécente et agressive vis-à-vis des femmes et des hommes qui ne partagent pas les mêmes opinions que lui. Un président qui dit tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il a tout le droit, vu qu'il a été démocratiquement élu comme président. Vous l'avez certainement su. Ce président n'est autre que Donald Trump, élu comme 45e président des États-Unis avec un pourcentage de 53%. Et ne me dites surtout pas, chers opposants, que ce président ne confisque pas les droits de 47 autres. Chers opposants, si vous avez bien compris mes paroles, ceci signifie et implique que vous avez tort. Il vous reste juste de l'avouer. Merci. Chers opposants, je crois que vous devez apprendre à entendre nos propos. J'ai dit que Jean-Jacques Rousseau avait dit « La loi n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais l'intérêt général. » Bref. Primo, la démocratie devrait être un cadre institutionnel où le pouvoir politique est inexorablement soumis au droit et où chaque citoyen devrait être traité avec le même respect et la même considération. Secondo, l'histoire nous apprend que la démocratie a émergé suite à de nombreux conflits et que multiples changements de contexte en ont modifié la pratique et ce de façon cyclique jusqu'à nos jours.
Tertio, la pratique de la démocratie n'est pas la démocratie, qui est une idée, une vision, un concept, mais pas une pratique, pas un ensemble d'actions qui tendent vers un but à atteindre, soit dans le long terme, le moyen terme ou le court terme. Quattro, la démocratie n'est pas un standard dans le monde. Il faut choisir la meilleure et la plus adaptée, surtout qu'elle est en recul depuis 2016. Le département de recherche et d'analyse britannique apparenté au magazine The Economist vient de publier son index sur la démocratie de l'année écoulée. Il s'appuie sur 5 catégories d'évaluation: le processus électoral, le pluralisme, les libertés civiques, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Tant le résultat du référendum sur le Brexit que l'élection de Donald Trump pour la présidence des États-Unis reflètent, selon les auteurs de ce rapport, cette insatisfaction du public quant au statu quo et sa volonté du changement. Or, ces événements constituent-ils un triomphe pour la démocratie ou une menace pour elle? Si ces votes mettent en lumière les difficultés de la démocratie de nos jours, il indique aussi comment les surmonter, à savoir par un plus grand engagement politique. Et il est clair que ce phénomène de désaffection vis-à-vis des élites dépasse largement les frontières des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Mais si vous tenez vraiment à ce qu'une partie confisque quelque chose à une autre, laissez-moi alors vous répondre. Ils ont confisqué l'essence de la démocratie, ces mêmes visages, ces mêmes slogans, ces mêmes gens qui ont fait de la démocratie un métier. N'avez-vous juste pas l'illusion de jouer à une table ronde où ceux qui détiennent le pouvoir ne font qu'échanger les rôles entre eux? Oui, oui et oui. Toutes les difficultés que nous vivons aujourd'hui ne sont que l'expression d'un mal-être des institutions démocratiques. Néanmoins, grâce à la démocratie, le peuple a toujours la chance de se remettre en question et de reprendre son pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre la démocratie comme un idéal ou une utopie. Ce n'est ni un début ni une fin. Judicieusement conçu, c'est l'instrument précieux qui permet d'assurer que toutes les décisions prises par les gens du pouvoir soient justifiables du point de vue de toutes les personnes dont elles affectent le sort. Ainsi, il faut plutôt la prendre comme un accord, un pacte. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau a parlé de son contrat social, du pacte. Et il a dit que celui-ci devrait être nécessaire quand les besoins de chaque individu sont supérieurs à ce que chacun peut faire pour y subvenir par lui-même. Je cite, je veux chercher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres. En d'autres termes, comment est-ce qu'une forme d'autorité peut être imposée de manière légitime à un peuple? Je vous invite à me donner une réponse. Et finalement, il faut favoriser l'émergence d'une démocratie de proximité afin de rapprocher le peuple du processus de décision. Merci. Alors, si vous croyez que la majorité ne confisque pas les droits de la minorité, cela veut dire qu'un référendum dans les villes occupées par les Espagnols, nos villes, va certainement respecter nos minoritaires. Or, non. Et encore, si vous avez, encore une fois, écouté, vous qui prétendez écouter, l'intervention de mon camarade, vous saurez bien que la démocratie garde les droits en commun et ne confisque que les droits spécifiques à la minorité. Je répète, ne confisque que les droits spécifiques à la minorité. Chère Assemblée, il est nécessaire de vous rappeler qu'au-delà de la politique, on est en train de vivre, ou plutôt de subir la démocratie. Non dans notre pays, mais dans notre petit monde où nous cohabitons tous depuis tant d'années. Et vu l'absurdité de votre position, je me vois dans la nécessité de vous rappeler encore une fois que l'un des fondements majeurs de notre établissement est la démocratie. L'établissement Les Iraqi a pour pilier la démocratie. On nous a appris depuis notre plus jeune âge à voter, que ce soit pour élire un délégué de classe, pour l'uniforme. Même les débatteurs et assistants que nous sommes aujourd'hui, on a dû subir un vote pour parler devant cette assemblée et derrière ce pupitre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais la loi de la majorité a toujours été gagnante. Les 16 élèves sur 30 qui ont préféré tel ou tel élève ont toujours, et je dis bien toujours, confisqué le droit des 14 autres. D'autant plus que dans le cas des élections des débatteurs, la majorité, au lieu
la majorité, au lieu de voter pour des élèves éloquents qui feront de bons orateurs, choisissent d'autres pour un lien aussi fort que l'amitié. Et finalement, vous me rappelez autre chose. On n'a pas tous été d'accord pour l'uniforme. Et malheureusement ou heureusement pour vous, on est en uniforme aujourd'hui. Et on a beau exprimer haut et fort que nous ne sommes pas d'accord, mais au fond, ce sont ces 51% qui nous ont privés et qui nous ont confisqué ce droit-là de vivre et non de subir l'école. Chers opposants, appelez ça comme vous voulez, mais la majorité Mes jurys, assistants et moi sommes d'accord pour dire que notre établissement est un parfait exemple de démocratie. Définissez-la comme vous voulez, mais la démocratie consiste à ce que 51% des gens confisquent le droit des 49 autres. Merci. D'accord, on subit la démocratie, mais quelle est l'alternative? Cher directeur, honorable jury, chère audience, indépendamment de notre volonté, notre débat touche à sa fin. Alors, j'aimerais bien illustrer ma conclusion par une citation de la fameuse réalisatrice Rizlan Boumehdi du film Printemps citoyen qui est fraîchement apparu. Elle dit, je cite, « L'idée de ce film est née de mon envie de redonner aux citoyens, à moi-même, l'espoir qu'il est possible de réinventer et d'améliorer nos démocraties. » Le film part d'un constat. Nos systèmes politiques traversent une profonde crise de représentation. Plutôt que s'arrêter sur ce constat ou nourrir un sentiment de frustration, j'ai voulu à travers Printemps citoyen raconter un nouveau récit de la démocratie où le citoyen peut faire plus que de voter tous les 4-5 ans. Argentine, Islande, Espagne, France, États-Unis, le film explore différentes initiatives à travers le monde qui expérimentent plusieurs solutions afin de réimaginer nos démocraties au XXIe siècle. Chère audience, Printemps citoyen est un film, ou plutôt un documentaire, offrant une vision réaliste, plurielle et compréhensible des solutions qui se présentent à nous, des cas concrets qui réinventent le fonctionnement de nos démocraties. C'est ainsi que je prends l'initiative, en tant qu'élève, que citoyenne, qu'une actrice d'un demain meilleur, pour reformuler ce sujet et certifier plutôt que la démocratie consiste à ce que le peuple souverain puisse très bien opprimer une partie de lui-même. Car avant tout, la démocratie est une école où nous sommes tous pareils, une école où il n'y a ni élève ni maître, une école où chacun est à l'écoute de l'autre, une école où on s'entraide tous, où nous pouvons abandonner nos rêves les plus fous afin de réaliser nos rêves communs. Une école où nous nous battons tous afin d'accomplir l'intérêt général. Mais surtout, une école qui éveille en nous de l'espoir et déclenche 1000 flammes de volonté d'agir et de changer. Car oui, aujourd'hui, il est possible de faire de la politique autrement. Merci. Quand on ne maîtrise pas notre position et qu'on commence à donner des arguments, on se trouve en train de donner des arguments pauvres qui ne pourraient même pas soutenir notre position. Malheureusement, c'est le cas de nos chers camarades ici présents. Chers opposants, je tiens à vous rappeler que le sujet de notre débat, c'est de démontrer ou refuter que la démocratie consiste à ce que 51% des gens confisquent les droits de 49% d'autres, pas autre chose. Cher auditoire, la consolidation de nos arguments se base sur la véracité historique, sociologique et même philosophique du principe de la raison. Nous sommes majoritaires, par conséquent, nous avons le droit, ou plutôt la force d'imposer nos lois et être gouvernants de la minorité gouvernée. Ceci dit, nous pouvons ajouter un dernier argument à travers une des citations d'Albert Camus, cet écrivain et philosophe français qui a vécu en Algérie colonisée et qui défendait les droits d'Algériens à cette époque-là. Je me réfère au carnet 3 d'Albert Camus et je cite « Comment vous, Français minoritaires, pourriez-vous dominer la majorité algérienne? Est-ce que c'est là la démocratie?
Vous dites que la démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais c'est la protection de la minorité. Ce n'est plus une démocratie, mais une oligarchie. Fin de citation. Là, et encore, je crois que vous vous trompez, chers camarades, car vous n'êtes qu'en train de critiquer cette oligarchie. Alors, je vais la définir. L'oligarchie est un gouvernement où le pouvoir est réservé à un groupe de personnes formant une classe dominante, à une minorité. Conclusion, on se trouve devant l'équation suivante. Majorité moins démocratie moins loi de majorité donne oligarchie. Bref, mesdames et messieurs, honorables jurys, chers opposants, notre débat touche à sa fin. Alors, récapitulons les points les plus importants. Premièrement, la définition. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Forme de gouvernement où la souveraineté émane du peuple. Notre démocratie est tracée à travers une constitution, la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens. Ce code dicte que la majorité l'emporte sur la minorité. Or, 51% des gens confisquent les droits de 49% d'autres. Sans cette constitution, il n'y aura pas de démocratie, mais une anarchie. Pour conclure, on peut dire que quelle que soit la politique instituée, elle comportera toujours des avantages et des inconvénients. Le parfait n'existe pas sur Terre, mais c'est l'idéal qui est réel et convenable. C'est 51% des gens qui confisquent les droits de 49% d'autres. C'est la démocratie et c'est le principe universel.